Et voilà. Et donc, comme je le disais, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire d'une heure où je vais avoir le plaisir de partager avec vous des études de cas autour de la question du langage inclusif et où je vais vous montrer avec des exemples très concrets comment un mot peut transformer l'impact de votre communication. Avant ça, je vais quand même vous partager un peu le programme. Alors, aujourd'hui, c'est un webinaire où on va parler beaucoup d'exemples concrets. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail de ce qu'est le langage inclusif. Je vais faire une petite intro quand même pour rappeler les bases, parce que je ne sais pas à quel point les personnes connectées aujourd'hui sont expertes ou non du sujet. Donc, je vais partir du principe que vous ne connaissez pas forcément tout. Donc, je vais donner une petite base commune en introduction. Et après, on va se focaliser vraiment sur ces 13 exemples classés en différentes thématiques. L'objectif vraiment de cette heure, c'est que ce soit interactif, pas que ce soit moi qui parle pendant une heure, parce que ce n'est pas forcément très marrant, ni pour moi, ni pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si jamais je ne vois pas la question, vous pouvez vous unmuter. On est un petit groupe ce matin, donc c'est chouette. Ça permet justement de créer ce cadre pour les interactions. Donc s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à faire vos commentaires et à poser vos questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer le sous-titrage automatique en cliquant sur la petite icône CC tout en bas de votre écran. C'est du sous-titrage automatique, mais en général, ça ne fonctionne pas trop mal, donc ça peut aussi vous aider. Alors, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble quand même opportun de vous dire quelques mots sur moi. Donc, je suis Alicia Beer. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur moi? La première chose, c'est que cette année, je fête mes 20 ans d'expérience professionnelle. Les 10 dernières années, je les ai passées chez Google. Mon job là-bas, à la fin, c'était directrice du planning stratégique, ce qui veut dire que j'étais en charge d'une équipe d'analystes et notre rôle, c'était d'analyser l'évolution des comportements de consommation en utilisant les données de recherche, donc ce que les internautes recherchent et regardent sur YouTube. Et j'ai quitté Google l'année dernière pour me concentrer pleinement sur le projet Rewording. Et donc là, vous avez un petit aperçu de mon étrange obsession, my strange addiction, comme on dit en bon français. Je photographie beaucoup de panneaux publicitaires et de publicités de manière générale que je vois partout dans l'espace public. Et je photographie ces publicités parce que j'aime les analyser par le prisme du langage inclusif. Et c'est pour ça donc que j'ai créé Rewording il y a 3 ans, qui est devenu un organisme de formation il y a 1 an, pour créer du contenu et faire de l'éducation, de la pédagogie autour de ce qui est le langage inclusif et le faire avec des exemples très concrets du quotidien. Aujourd'hui et ce matin, dans l'heure qui nous est impartie, j'ai un objectif principal qui est d'encourager votre esprit critique sur les mots de la communication. Avec un peu de chance et si je ne fais pas trop mal mon travail, en ressortant de ce webinaire, vous ne regarderez plus les publicités qui vous entourent de la même manière. Et je veux vous convaincre que la question du langage inclusif, c'est pas uniquement une question de justice sociale, ce que c'est, mais pas uniquement. C'est aussi une question de marque et un sujet d'entreprise. Donc voilà, c'est ça l'objectif de cette session à venir. Mais avant de rentrer dedans, j'aimerais vous poser une question et je vais vous encourager à aller dans l'onglet sondage qui est sur votre droite et à me dire, pour vous, qu'est-ce que vous pensez en fait du langage inclusif? J'ai fait exprès de poser la question avant de vous expliquer ce que c'est parce que j'aimerais bien pouvoir prendre un peu le pouls et savoir. Du coup, vous pouvez voter dans l'onglet vote. Je pense que vous le voyez. Que pensez-vous du langage inclusif? Tout le monde en parle, mais vous n'avez pas trop d'avis sur la question. Vous le pratiquez déjà, mais vous avez des questions sur les outils. Vous êtes sceptique sur l'intérêt du langage inclusif, et c'est tout à fait OK de le dire. Ou alors, vous êtes contre cette pratique que vous jugez excluante. N'hésitez pas à voter. Vous allez sur votre droite dans l'onglet sondage. Je vois qu'il y a 3 votes. Voilà, ça commence à voter. Donc, pour l'instant, plutôt des gens qui avaient une pratique déjà, mais des questions sur les outils. Ouais, très largement. Personne ne se déclare sceptique ou contre cette pratique excluante. Bon, on ne va pas forcément s'en étonner, puisqu'en général, les gens qui viennent entendre des conférences sur le langage inclusif sont plutôt des gens qui ont la curiosité pour ce sujet et une sensibilité à ce sujet. OK, donc a priori, tout le monde ici ce matin a plutôt une pratique embryonnaire et a des questions sur les outils. Alors,
Comme je le disais ce matin, on ne va pas forcément passer beaucoup de temps à détailler l'intégralité des outils. Je vais donner une introduction qui va vous permettre d'avoir une vision un peu globale de ma vision de ce qu'est le langage inclusif. Mais dans les exemples que je donnerai tout à l'heure, ça sera aussi évidemment l'occasion d'y revenir. Et je le redis encore une fois, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à vous unmuter, à mettre le son pour me les poser au fur et à mesure où je parle. Ça ne me dérange pas du tout d'être interrompue et autant poser les questions au moment où elles se présentent. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, on ne va pas parler d'une chose qui est de l'écriture inclusive. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de ce sujet qui fait polémique, qui fait débat. Et quand on parle d'écriture inclusive, on a tendance à réduire en fait le champ de ce dont on parle à une chose qui est déjà la pratique de l'écrit, puisqu'on parle d'écriture inclusive. Or, moi, je parle et j'écris en inclusif. Vous l'avez peut-être entendu remarquer depuis le début de ce webinaire, et ce sera le cas jusqu'à la fin, et c'est le cas dans ma vie. Le langage inclusif, c'est une pratique de l'écrit et de l'oral. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas d'écriture inclusive. C'est aussi parce que l'écriture inclusive, c'est un mot qui est très associé à certains outils, qui sont notamment la ponctuation et le point médian. Vous savez, ce petit point qui est un petit peu au-dessus de la ligne sur laquelle on écrit et qui sert à faire des abréviations à l'écrit uniquement. Et ça crée beaucoup de crispation. On le sait aujourd'hui, 3/4 des internautes en France sont opposés au langage inclusif, enfin à l'écriture inclusive. Mais quand on creuse un peu, en fait, ce qui mobilise vraiment les crispations, c'est la ponctuation et les néologismes. Donc, comme moi, mon objectif, c'est la moindre résistance, j'essaie de ne pas crisper les gens immédiatement en utilisant une expression qui lance dans des conversations pas toujours très informées. Donc, moi, je ne vais pas vous parler d'écriture inclusive, je vais vous parler de langage inclusif. Et je vais vous en donner une définition qui est ma définition. Vous pouvez en trouver d'autres. Et ma définition, c'est celle-ci. Donc, le langage inclusif, c'est prêter une attention particulière à l'écrit comme à l'oral, comme je viens de le dire, aux mots qui désignent des personnes, en choisissant des tournures de phrases, un vocabulaire et des images. Et là, je parle d'images visuelles, mais aussi d'images dans les mots, de métaphores, qui ne perpétuent pas de stéréotypes et représentent équitablement les personnes discriminées. Alors, cette définition, elle est un peu longue, il y a 2-3 choses vraiment à retenir. Ce que je vous disais vraiment, c'est que c'était une pratique de l'écrit comme de l'oral, déjà première chose. La deuxième, c'est que c'est une attention particulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement à apprendre beaucoup de nouvelles choses pour s'exprimer en inclusif. D'ailleurs, on n'a pas grand-chose à apprendre du tout. En revanche, ça nécessite de se mettre dans une certaine posture, d'avoir une certaine attention quand on écrit à certains éléments qui sont ceux qu'on verra tout à l'heure, notamment le fait de rendre visibles les femmes aussi quand on s'exprime en français. Mais en fait, moi, j'ai une vision qui est plus large que ça. Et je parle des mots qui désignent les personnes, pas que les femmes. Parce que, en l'occurrence, ma vision du langage inclusif, elle est très empreinte de mon expérience aussi, mon expérience de travail dans une entreprise où j'ai bossé pendant 10 ans, qui était donc Google, qui est une entreprise états-unienne, donc avec une culture très anglo-saxonne. Et l'anglais étant une langue qui est plus neutre que le français, et ben, quand on parle de langage inclusif là, c'est aussi une manière de parler de langage précis. C'est-à-dire, quand on parle des gens et des personnes qui sont historiquement discriminées, quels mots choisit-on? Donc, ça vaut pour les mots qui désignent des femmes, évidemment, et en français, c'est le gros du sujet, puisqu'on a une langue qui est très grammaticalement genrée, mais c'est aussi les mots qui désignent les personnes handicapées, les mots qui désignent les personnes racisées, les mots qui désignent les identités de genre et les orientations sexuelles. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de langage inclusif. Je vois un commentaire, communication inclusive par ici, ça détend souvent un peu plus aussi. Tout à fait, c'est vrai. En l'occurrence, le langage inclusif, pour moi, c'est un des outils de la communication inclusive. Donc, c'est un peu comme un entonnoir, hein. Vous avez l'écriture inclusive, le langage inclusif et la communication inclusive. Donc, c'est tout à fait une manière de faire. Et certaines personnes, Marie-Xavier dit « Moi, je parle de rédaction égalitaire pour calmer le débat ». Oui, c'est aussi une autre option. Il y a des gens qui parlent d'écriture épicène ou de rédaction épicène aussi. La raison pour laquelle je ne le fais pas, moi, personnellement, c'est que comme j'ai une définition du langage inclusif qui va au-delà de la question du genre, même si l'égalité s'entend évidemment aussi au-delà de la question du genre, je préfère être plus large. Mais voilà, peu importe en tout cas, c'est super si vous avez différentes manières de le nommer. Je pense qu'on s'entend à peu près sur ce que ça veut dire. Mais voilà, vous avez ma conception de ce qu'est le langage inclusif. Donc, sur la question du genre, qui est celle dont on va le plus parler ce matin parce qu'on a un temps limité et qu'il faut commencer quelque part, je vous rappelle simplement les 3 conventions: féminiser les noms de métiers,
éviter le masculin dit générique quand on parle de groupe mixte, donc c'est-à-dire éviter de dire les clients quand en fait on veut parler de la clientèle, donc des clientes et des clients, et ne pas employer de termes totalisants comme par exemple l'homme avec ou sans majuscule pour parler de l'humanité quand en fait on devrait donc dire l'humanité ou les êtres humains. Donc voilà, ça c'est les 3 grandes conventions. Comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui puisque l'objectif c'est vraiment de se focaliser sur des exemples. Néanmoins, ce qui est intéressant aussi, c'est de garder en tête que, il y a différentes stratégies qu'on peut adopter. Donc, là, vous avez quelques-uns des exemples, justement, des outils, que je n'ai pas détaillés sur, la partie, rendre visibles les femmes dans la langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des outils qui sont plus ou moins visibles et quand je veux dire visibles, c'est-à-dire qui nous sautent aux yeux plus ou moins, par rapport à ce à quoi on est habitué. Par exemple, collaboratrices et collaborateurs, c'est une forme de langage inclusif et pour autant, c'est pas forcément très choquant puisqu'on a l'habitude d'entendre les présidents de la République depuis des décennies commencer leur discours par française française sans que ça ne choque notre oreille. C'est pas forcément très visible. Pourtant, c'est une technique du langage inclusif. À l'opposé, on a le point médian, la ponctuation, qui sont des éléments très visibles pour le coup, mais qui sont aussi plus efficaces dans leur capacité à créer des représentations mentales. La raison pour laquelle je vous montre ce graphique d'une certaine manière, avant de vous montrer les exemples, c'est que justement tous les exemples vont éclairer les différentes stratégies qu'il est possible d'utiliser quand on est une marque ou une organisation et qui vont évidemment dire quelque chose de l'entreprise qui les emploie, puisqu'on va être dans des entreprises qui veulent être plus ou moins discrètes, donc avoir des techniques qui sont plutôt pas très visibles, en tout cas pas très remarquables, vraiment dans le sens premier du terme, et d'autres entreprises qui se disent et qui sont certainement plus engagées et qui vont aller vers des formules, vers des formes plus visibles et plus remarquables du langage inclusif, comme par exemple la ponctuation ou même les néologismes. Donc, il y a ces 3 conventions. C'est une palette d'outils à utiliser. C'est une palette d'outils qu'on mixe et qu'on mélange, qui n'ont pas la même efficacité, qui n'ont pas la même visibilité et qui disent aussi quelque chose en fonction des choix que l'on fait. Donc là, c'est pour vous montrer encore une fois que pour moi, le langage inclusif va au-delà du genre. C'est quelques articles que j'ai écrits sur les questions de termes autour des personnes noires, par exemple, du handicap ou des handicaps, des identités de genre. Donc après cette conférence, je vous enverrai des liens et vous pourrez tout à fait aller suivre ça ou lire ça sur les internets si cela vous intéresse. Et évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est mais à quoi ça sert? Eh ben, ça sert pas parce que je le dis, et donc ça, je vous demande de ne pas me croire moi, c'est pas Alicia Beer qui a décidé que le langage inclusif, ça servait à quelque chose. C'est 50 années d'études scientifiques et d'expérimentation scientifique qui ont démontré que oui, avoir un langage inclusif, notamment sur la question de la représentation des femmes, avait un réel impact. Je vous recommande très fortement la lecture de ce livre qui s'appelle « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» qui a été coécrit par 3 psycholinguistes et qui, en 200 pages de vulgarisation scientifique très bien faite, vous explique et retrace en fait ces 50 années d'études scientifiques qui démontrent qu'il y a bien un lien entre le genre grammatical que l'on utilise dans sa langue et les représentations mentales. Je vous en montre un tout petit extrait qui vous donnera une idée. L'extrait d'une étude qui a été menée en Allemagne, donc l'allemand étant une langue aussi grammaticalement genrée comme le français, même s'il y a un genre neutre en plus. Et on a testé auprès de la population, d'un groupe de personnes allemandes, 2 publicités. Une publicité pour l'entrepreneur de demain et une publicité pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse de demain. Et on a mesuré, on a compté que les femmes se sentaient moins concernées par la publicité qui s'adressait à elles au masculin. C'est un exemple parmi plein. Vous pouvez aussi aller sur YouTube et regarder une vidéo extrêmement bien faite d'une chaîne qui s'appelle Syllabus, qui dure 20 minutes et qui s'intitule « L'écriture inclusive, quelle preuve ?» et qui revient aussi sur toutes les expérimentations scientifiques qui ont été faites et qui ont démontré l'impact de l'utilisation d'un langage inclusif sur les représentations. Je vous en donnerai encore quelques chiffres au fur et à mesure qu'on regardera les exemples, mais c'est déjà pour planter le décor et bien vous faire passer ce message que ce n'est pas une posture idéologique, le fait de proposer un langage inclusif, c'est une pratique basée sur des faits scientifiques.
Petit test. Alors, je sais qu'il y en a certaines et certains dans ce groupe qui connaissent déjà la réponse. Pour vous démontrer cela, une expérimentation qu'on a reproduite plein de fois dans plein de métiers différents, c'est de demander à des personnes de citer des noms de personnalités, donc des personnes connues, des personnalités publiques, dans différentes fonctions, dans différents métiers. On a pris 3 groupes. À un groupe, on a dit citer 2 écrivains célèbres, donc dans une formulation qu'on dit masculin générique. Au deuxième groupe, citer 2 personnes célèbres pour leurs écrits, dans une formulation qui serait épicène, c'est-à-dire le mot personne peut désigner un homme ou une femme. Et citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres, dans une formation inclusive qu'on appelle des doublets, où on dit à la fois le masculin et le féminin. À votre avis, sur les 10 noms, et vous pouvez aller dans l'onglet sondage pour répondre à cette question, dans les 10 noms, combien de noms de femmes sont cités par le 3e groupe? Donc la formulation inclusive, citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres par rapport au premier groupe, citer 2 écrivains célèbres. Est-ce que c'est le même nombre? Est-ce que c'est 3 femmes sur 10 noms? Est-ce que c'est 5 femmes sur 10 noms? À votre avis? Alors, la majorité a l'air de dire que c'est 5 sur 10. Voilà, ça reste 5 sur 10 la majorité. Alors, c'est un peu ambitieux, c'est bien, c'est bien. Dans le premier groupe, on a cité un nom de femme sur 10 noms au total, donc 9 noms d'hommes. Dans le deuxième groupe, on a déjà multiplié par 2 le nom de femmes, ce qui n'est pas rien, et donc 2 noms de femmes sur 10 noms au total. Et dans le troisième groupe, on en a cité 3 sur 10. Donc ça veut dire que le simple fait de changer la formulation de la question a suscité 3 fois plus de noms de femmes, donc 3 fois plus la représentation mentale d'une femme écrivaine, donc, que la première formulation. C'est bien la preuve que même si on apprend à l'école que le masculin est censé avoir valeur de neutre, comme le dit aussi le président Emmanuel Macron, eh bien, dans la réalité, notre cerveau fait une connexion entre le masculin dans la langue et le masculin dans nos représentations. Alors, et pourquoi dans la com, vous devriez vous intéresser? Alors, je ne sais pas quel est votre métier et si vous travaillez en indé, dans des grosses boîtes, des petites structures. Peut-être vous travaillez dans la com, peut-être vous travaillez dans les RH. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de raisons qui devraient vous pousser à vous intéresser à la question du langage inclusif. J'en ai listé au moins 11, il y en a plus. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail tout de suite parce que l'idée, c'est aussi d'avoir du temps pour les exemples. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est que ces 11 raisons, elles vont parler à tous les métiers à l'intérieur d'une entreprise. Que ce soit dans les métiers de la créa, du conseil, du planning stratégique, il y a des enjeux à utiliser le langage inclusif pour parler aux audiences jeunes, pour parler aux audiences féminines, pour répondre aux attentes des consommateurs et des consommatrices, pour booster sa créativité. Si on travaille dans les RH, il y a une question cruciale que pose le langage inclusif, c'est celle de la diversification dans le recrutement, aussi du fait de témoigner ses valeurs dans sa communication. Et si vous travaillez plutôt sur des enjeux de RSE, de diversité, équité et inclusion, alors le langage inclusif, c'est une manière de signaler très concrètement votre engagement, mais aussi de proposer des nouveaux imaginaires et de diffuser une innovation sociale. C'est des choses qu'on verra aussi un peu à travers les exemples que l'on va regarder ensemble. Si ça vous intéresse, je vous enverrai également après cette conférence, où vous pouvez, si vous voulez scanner maintenant, le lien d'un e-book que j'ai publié il y a 2-3 semaines, qui s'appelle « Le langage inclusif, ce levier auquel vous n'aviez pas pensé pour une com plus juste, plus créative et plus efficace », qui revient un peu plus en détail sur ces 11 raisons de se lancer dans une pratique du langage inclusif, qui donne 15 idées très concrètes pour comment le faire quand on est dans une entreprise, qu'on ait 3 secondes devant soi ou qu'on ait 6 mois et un plan de formation à déployer, et qui revient aussi sur les bases de ce qu'est le langage inclusif dans ma définition. Donc, vous pouvez tout à fait le télécharger, il est gratuit. Maintenant, passons aux études de cas, mais avant ça, je voudrais juste m'assurer que tout est bon de votre côté. Y a-t-il des questions sur ce qu'est le langage inclusif? Encore une fois, l'objectif ce matin, c'est vraiment de se focaliser sur les exemples, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous souhaitez que je clarifie avant que l'on rentre dans les exemples. Et je vais vous faire participer sur les exemples. Enfin, j'aimerais bien que vous participiez sur les exemples. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que tout est bon de votre côté. Alors, c'est parti. Premiers exemples. Recherchons vendeuse. D'après vous, qu'est-ce qui est problématique dans cette
publicité, enfin c'est pas publicité, dans cette petite affiche que j'ai prise moi-même en photo, dans une boulangerie de mon quartier. Vous pouvez écrire ou vous pouvez aussi, rallumer votre micro et le dire à l'oral. On est une vingtaine, donc c'est possible. OK, et qu'est-ce qui est problématique dans le fait qu'il y ait écrit vendeuse, Gaëlle? C'est illégal. Betty nous dit: «C'est illégal de ne pas mettre les offres d'emploi au masculin et au féminin». Exactement. Alors, en effet, ça c'est le premier point. On assume que ce soit une femme. Métier genré. Bonjour Sophie. Enfin, ne pas écrire HF. En effet. Alors déjà de base, vous avez mis le doigt sur le fond juridique du problème. Quand on dit recherchons vendeuse, on spécifie le genre de la personne que l'on recherche, puisque en français, là où le masculin est censé avoir une valeur de générique, ce qui, je vous le rappelle et je vous le redis encore une fois, pour notre cerveau n'est pas vrai, mais en tout cas, la règle communément admise est que le masculin serait générique. Lui, le féminin, est ce qu'on appelle spécifique. Quand je choisis de parler au féminin, je parle nécessairement uniquement aux femmes. On pourrait utiliser un féminin générique, je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais en tout cas sur cette affiche, très concrètement, on cherche à recruter une femme parce que voilà, manifestement dans cette boulangerie, seules les femmes peuvent tenir la caisse. C'est à la fois problématique parce que juridiquement, c'est illégal. En France, on ne peut pas discriminer à l'embauche sur la base du genre. Et à minima, il aurait fallu écrire vendeuse HF, en effet, donc pour homme-femme, ce qui est quelque chose qu'on voit fréquemment dans les offres d'emploi. Mais ici, on aurait pu écrire recherchons vendeur ou vendeuse ou d'autres formulations encore. Mais en tout cas, ce recherchons vendeuse, il est problématique. Il est aussi problématique au-delà de la dimension purement juridique parce qu'il participe à renforcer un stéréotype sur un métier, la fonction, le métier de vendeuse, qui serait plutôt un métier féminin. Et en effet, comme le dit Marie-Xavier, Martin Winkler, qui est un super auteur que je vous recommande, revendique l'usage du féminin générique, notamment parce qu'il écrit pas mal d'ouvrages qui se passent dans le milieu de la santé, qui est aussi un milieu où il y a énormément de femmes, et dans certains métiers, notamment infirmières ou infirmiers, une majorité de femmes, tout à fait. Donc voilà, vous avez ce premier exemple, recherchons vendeuse, qui me pose problème pour ces deux raisons, l'illégalité déjà et le fait de perpétuer un stéréotype sur le fait que les métiers de la vente seraient des métiers plutôt féminins. Deuxième exemple, voici l'expert des experts pour trouver des experts. Qu'est-ce qui vous chatouille ou gratouille dans cet exemple-là? Vous pouvez écrire, vous pouvez parler aussi, ce n'est pas du tout gênant. Qu'est-ce qui vous frappe? Les expertes n'existent pas. Où sont les expertes? En effet. En fait, pendant le Covid, il y avait 80% des mecs sur les plateaux qui n'avaient rien à raconter. Oui. En fait, pendant le Covid, comment dire, il y a un vrai, l'expertise, c'est associé à des hommes. Et du coup, on écrit ça, du coup, en fait, on explique aux femmes qu'en fait, elles ne peuvent pas être expertes, quoi. Et comme en plus, il y a un petit contexte d'autocensure. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage, Marie-Xavier. C'est ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de ce masculin censé être générique. Moi, je dis masculin dit générique. J'ai vu que quelqu'un avait noté le censé être générique, mais moi, je parle de masculin dit générique pour justement véhiculer cette idée qu'on le prétend générique alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Ici, ce qui est doublement problématique, c'est que aussi ça renforce un stéréotype autour de certaines figures, et notamment la figure de l'expert. Je le dis là volontairement au masculin. Pour vous donner un chiffre, alors je sais, c'était pas spécifique au Covid, mais on mesure en fait régulièrement la part des hommes et des femmes invités sur des plateaux de télé ou dans les médias pour prendre la parole en tant qu'expert ou qu'experte. Et on a mesuré qu'on a quand même énormément progressé sur la part des femmes invitées en plateau. Au dernier chiffre, on était à 43% de femmes expertes invitées sur des plateaux, donc quasi la moitié. Ça, c'est super. En revanche, ce qu'on a réalisé, c'est que notre temps de parole, enfin le temps de parole des femmes, reste de 23% uniquement. Et là, on ne progresse pas. Donc, on voit que sur la figure en fait de l'expert et de l'experte, du coup, qui est absente, il y a vraiment un travail à faire pour à la fois aller à l'encontre de ce stéréotype et aussi, comme l'a dit Marie-Xavier, donner confiance aux femmes dans leur capacité à
assumer en fait le rôle d'experte. Et c'est d'autant plus gênant que donc là on est sur une publicité pour un site qui met en relation des consultants et des consultantes avec des entreprises. Moi-même, je suis inscrite sur ce site parce que je suis consultante également. Et c'est quand même dommage de ne pas avoir saisi cette opportunité pour parler aussi des nombreuses expertes qui sont disponibles, notamment ici, comme on parle de managers de transition. Donc voilà, ça c'est un exemple qui me frappe particulièrement parce qu'il enfonce encore plus le clou de cette figure de l'expert qu'on a besoin de dégenrer autant que possible. Ça, c'est sur les chaînes du service public principalement. Sur les chaînes commerciales, l'effort n'est pas le même, dit Claudia. Alors, j'avoue ne pas savoir si le chiffre que je vous ai donné concerne uniquement les chaînes du service public. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, la dissonance entre la part des femmes invitées et leur temps de parole reste pour moi l'information ou le chiffre le plus surprenant. Donc, ce que ces exemples nous permettent vraiment de montrer en fait et d'illustrer comme concept, c'est vraiment celui du masculin dit générique, d'ailleurs là j'ai oublié le dit dans mon titre, et du féminin qui serait lui spécifique. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait écrit « Voici l'experte des expertes pour trouver des expertes ». Question à laquelle je vous laisse réfléchir. D'autres exemples. Donc ici, vous avez une affiche donc, du Crédit Mutuel prise en photo il y a quelques mois sur un marchand de kiosque à journaux. Moi, il y a quelque chose que… Qu'est-ce qui vous vient quand vous voyez cette publicité? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui étaient présentes à la conférence, à la table ronde qu'on a faite hier, où je l'ai mentionnée à l'oral sans la montrer. Voilà, la dissonance image-mot, exactement. En fait, ici, ce que je trouve super chouette et ce qui m'a vraiment mise en joie, en fait, quand j'ai vu cette pub, c'est que pour une fois, on voit une femme noire chef d'entreprise. Et ça, c'est quand même super parce que c'est très, très rare. En réalité, observez autour de vous, déjà, les personnes racisées dans la publicité, c'est rare. Même si, et je veux encore une fois le redire, on a fait énormément de progrès dans la représentation visuelle des diversités dans la publicité ces 10 dernières années. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, on a vraiment fait attention. Sauf qu'en fait, ici, il y a en effet une dissonance entre cette image, donc qui représente une femme chef d'entreprise et une personne racisée, et le texte qui accompagne « Je suis plus qu'un pro ». Puisque ici, on devrait dire « Je suis plus qu'une pro ». Puisqu'en plus, on est à la première personne, donc c'est vraiment ce que laisse penser cette publicité, c'est que le « je suis plus qu'une pro » ou qu'un pro, c'est ce qui est prononcé par la personne qui est représentée à l'image. Et donc ça, c'est extrêmement fréquent dans la publicité aujourd'hui, si vous regardez, de mettre en image des femmes et de manière générale, d'avoir une attention vraiment très forte sur la représentation visuelle des personnes et de montrer la diversité des personnes. Et pour autant, d'avoir un texte qui l'accompagne, qui, lui, n'est pas féminisé. Ici, en plus, si on avait mis au féminin, je suis plus qu'une pro, on n'était même pas en train de faire du féminin générique, comme on aurait pu vouloir le faire, puisqu'on parle à la première personne, je suis. C'est vraiment cette personne qu'on voit qui s'exprime. Donc, c'est vraiment très curieux pour moi qu'ici, il y a cette dissonance entre le mot et l'image. Et Marie-Xavière de dire « Ah, je n'y avais pas pensé », ben oui, en fait, c'est tout le principe. C'est que le langage inclusif et le fait de simplement féminiser correctement même finalement les mots quand on parle de femmes, bah, c'est paradoxalement un impensé dans la communication et dans la publicité. On n'y pense même pas, puisqu'on est tellement habitué, et c'est normal, hein, on baigne là-dedans depuis qu'on est tout petit, donc c'est tout à fait normal, mais on est tellement habitué à utiliser ce masculin par défaut qu'on en oublie que dans un cas très spécifique comme celui-ci, il aurait été en réalité plus correct, grammaticalement parlant, même tout simplement, d'accorder le mot avec l'image et la personne représentée sur l'image. Et donc Maud qui dit « pas moi » parce que ça insiste sur le fait que la référence « être pro », c'est être un mec. Alors du coup, oui, je pense que je comprends ce que vous voulez dire, Maud, c'est-à-dire qu'en effet, il y a la notion de pro, c'est être pro, c'est aussi quelque chose qui est un attribut considéré comme plutôt masculin. Si j'ai bien compris, si j'ai mal compris, n'hésitez pas à préciser votre pensée.
Je vais vous montrer un autre exemple. Alors celui-là, il est presque un peu subtil, en effet, hein, Marie-Xavier ne l'avait pas vu, par exemple. Il est presque un peu subtil. Mais celui-là, est-ce que vous trouvez que c'est subtil? Parce que là, on est dans exactement le même cas de figure. On a fait un effort exactement, pour tous, alors qu'on ne voit que des femmes. Il y a eu un effort manifeste et qu'on ne peut que louer. Vraiment, c'est super d'avoir une représentation diverse dans les morphologies des femmes. Donc là, c'est vraiment bien. Bravo. En revanche, pourquoi parler de cours de yoga pour tous alors qu'on a ici 4 femmes qui sont représentées? Pour moi, personnellement, ça n'a aucun sens. Mais c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est tellement automatique, notamment ce pour tous. Et oui, c'est toujours marrant quand on le voit, mais en fait, c'est à la fois marrant et exaspérant, Inès. Ce pour tous, ça fait partie de ce que moi j'appelle les rivières de pensée, c'est-à-dire des automatismes qu'on a beaucoup en publicité, de formulations un peu toutes faites, qu'on va mettre parce qu'on a envie de toujours traduire cette idée de c'est pour tout le monde. Et donc, ce pour tous, des cours de yoga pour tous, des galettes pour tous, des services accessibles pour tous, en fait, il faut réussir à en sortir. Non seulement parce que là, on a cette fameuse dissonance visuel-texte qui est extrêmement frappante, mais parce qu'en plus, au fond même de cette idée de dire pour tous, en fait, on oublie vraiment les toutes quand on le fait. Et donc, la volonté inclusive de ce pour tous, elle est déjouée par l'utilisation même de ce masculin dit générique qui n'est en fait pas inclusif. Et oui, il y a forcément moyen de passer le message avec une autre formulation. Des cours de yoga pour tout le monde, des cours de yoga pour toutes et tous, à la rigueur. C'est simple mais efficace, c'est possible. Des cours de yoga pour vous. Il y a plein de manières d'envisager la chose. En général, quand on fait des reformulations inclusives, on trouve pas qu'une seule manière de faire, mais plein de manières de faire. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant parce que c'est ça qui booste la créativité. Betty raconte, ça me rappelle une étudiante alternante pendant un jury, elle présente son entreprise, les collaborateurs, tout au long de sa présentation, elle utilise ce terme, il n'y avait que des femmes dans l'équipe. Voilà. Ou alors, il cherche des clients hommes. Peut-être, c'est possible. On sait que la pratique du yoga est quand même assez massivement une pratique féminine, même si elle n'est pas uniquement une pratique féminine. Mais dans ce cas-là, ils auraient aussi pu représenter un homme. Ça aurait été encore plus inclusif, de ne pas enfermer aussi la pratique du yoga dans quelque chose de purement féminin. Bref, il y a plein de choses qu'on peut raconter sur cet exemple, mais je trouve qu'il est intéressant pour ça, parce que là, c'est vraiment frappant, la différence entre, la dissonance entre le visuel et le texte. Le packaging, c'est aussi une forme de publicité. Et regardons ce packaging, parce que je vais donner aussi des bons exemples. Pour marque de céréales, j'ai pris moi-même la photo de cette boîte de céréales que j'ai achetée pour mes enfants. Et ce que j'ai adoré sur cette boîte de céréales, à votre avis, c'est quoi? Le texte en toutes lettres? Le texte qui dit quoi? Les doublets? Exactement. Salut jeune aventurier, salut jeune aventurière. Et ça, quand même, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'on est typiquement dans un endroit, dans un espace, la boîte de céréales, si on peut dire ça comme ça, qui s'adresse à une audience pour laquelle c'est important, particulièrement important, de ne pas enfermer les petits garçons et les petites filles dans une fonction, dans un genre. Salut jeune aventurier, ça aurait été vraiment, vraiment gênant pour moi parce que ça renforce ces principes qui sont malheureusement encore très présents dans l'éducation des enfants sur le fait qu'on va encourager les petits garçons à être dans l'aventure, dans l'exploration, dans des jeux d'un certain type qui vont être ces jeux qui promeuvent en fait ces idées-là. Et les petites filles à être dans des jeux qui sont plus des jeux d'imitation, des jeux qui sont enfermés dans l'espace privé, etc. Et donc de dire salut jeune aventurier, salut jeune aventurière, je trouve ça génial en fait, parce que ça met en face, vous savez peut-être que vous faites ça, vous faisiez ça aussi quand vous étiez enfant, en fait on regarde on prend son petit déjeuner, on mange ses céréales et puis on lit en fait, on regarde ce qu'il y a sur la boîte de jeux, c'est pour ça que des fois de céréales, c'est pour ça que des fois souvent on met des jeux sur ces boîtes, et ça imprime en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et Marie-Xavier de dire le média le plus lu dans les chaumières, le dos de la boîte de céréales. Bah oui, et donc c'est pour ça aussi que moi j'adore utiliser la publicité et les supports de communication au sens large, parce qu'en effet, l'exposition
de ce type de packaging, en l'occurrence, elle est potentiellement énorme. Et Claudia qui demande, est-ce que l'ordre masculin d'abord est important? Alors, la question que vous posez, c'est celle de l'ordre de mention, c'est-à-dire est-ce qu'on mentionne d'abord le masculin ou le féminin? Alors là, en effet, comme le dit Maud, il y a une possibilité qui est la possibilité de l'ordre alphabétique, parce que comme ça alterne aléatoirement. En l'occurrence, c'est certes aléatoire, l'ordre alphabétique, mais de par la manière dont les mots masculins et féminins se font en français, ça va souvent quand même mettre le masculin en premier. C'est pas du tout grave. En effet, en revanche, l'ordre de mention dit quelque chose. Par exemple, si vous pensez à des binômes ou des couples que vous avez dans votre entourage, il est très probable, et on l'a mesuré ça d'ailleurs, que vous allez dire en premier, plutôt quand vous dites Sabine et Fred, c'est parce que vous êtes certainement plus proche de Sabine que de Fred. Donc en fait, on a tendance à mettre en premier ce qui est le plus important pour nous. Et donc, en effet, il y a une posture qui consiste à utiliser l'ordre alphabétique, parce que c'est théoriquement totalement neutre. Il y a une posture qui consiste à mettre le féminin spécifiquement en premier, parce qu'on a envie justement de dire que le féminin est plus important pour nous. Enfin, il y a une posture qui est celle de faire comme on peut, parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est déjà génial quand on fait le doublet, quand on dit aventurier, aventurière. Et donc, à ce stade, moi, j'encourage déjà les personnes à dire les deux. Et après, si on pense à mettre le féminin en premier, c'est super. Si ça arrive en deuxième, c'est quand même un peu moins grave. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est en revanche d'avoir créé l'espace pour ce féminin et de le dire. Voilà, donc comme le dit Louise, ça dépend aussi un peu du message qu'on souhaite passer, éventuellement, c'est tout à fait vrai. Donc encore une fois, moi j'ai tendance à mettre le féminin en premier, mais j'avoue aussi que je suis pas une machine, hein, donc parfois j'y pense pas et le masculin sort en premier, c'est pas très grave. Bienveillance avec nous-mêmes, on essaye quand même de faire des choses qui vont à l'encontre de tout ce qu'on a appris, encore une fois, depuis qu'on est enfant. Donc déjà dire les deux, c'est bien. Voilà. Et en effet, il y a un super épisode de podcast sur le sujet sur la chaîne Parler comme jamais qui s'appelle Écriture inclusive, pourquoi tant de haine? Autre exemple, j'ai pris cette photo dans un musée à Édimbourg en Écosse pendant mes vacances cet été. Donc c'est la National Portrait Gallery à Édimbourg, et donc un musée qui est autour de l'histoire en fait de l'Écosse, qui parle en fait des héros et héroïnes de l'histoire écossaise. Alors évidemment, dans l'histoire écossaise, il y a des figures féminines tellement incontournables, comme notamment Mary Stuart, que ça aurait été très bizarre de ne parler que des héros et pas des héroïnes. Mais pour moi, ça participe de ce même contexte, en réalité, que cette boîte de céréales, même si ça paraît plus trivial, les céréales, c'est de créer des imaginaires paritaires. Quand on est un enfant et qu'on arrive dans une... d'ailleurs, pas que un enfant, mais notamment auprès des enfants, et qu'on arrive dans un musée et qu'on voit en gros écrit les héros et les héroïnes, c'est pas la même chose que quand on rentre et qu'on met en avant uniquement les figures masculines, même si par endroits, il y a peut-être des portraits qui représentent des femmes célèbres, etc. Donc pour moi, ça contribue vraiment à créer des imaginaires paritaires. Autre exemple, ma tête quand j'arrive chez Thomas, assistant maternel, dans une affiche de la Métropole Grand Lyon dans le cadre de la Semaine des assistantes maternelles. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet exemple ? Qu'est-ce qui vous frappe ici? Au top, l'utilisation d'un prénom pour illustrer du concret. En effet, je vous montre cet exemple et d'ailleurs, je vous en montre un deuxième tout de suite qui est intéressant parce que c'est exactement sur le même sujet. Ici, on parle de l'intérêt d'utiliser un langage inclusif pour dégenrer les stéréotypes sur les métiers. Et ici, je l'ai fait à dessein en utilisant un métier qui est stéréotypé féminin et qu'on a justement envie de déstéréotyper parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les femmes qui prennent en charge les métiers de la petite enfance. Au contraire, s'il y avait plus de parité aussi dans les métiers de la petite enfance, ça permettrait probablement d'élever différemment des petits garçons et de mettre des hommes assistants maternels dans d'autres positions de care qui sont aussi importantes. Et donc ici, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses.
En langage inclusif, là tout à l'heure, Inès le parlait de l'accord de proximité. On a parlé du fait de changer des mots, donc par exemple de faire le doublet, hein, le fameux française, français, etc., ou tous et toutes. Mais la question qui se pose, c'est OK, mais comment on fait pour accorder? Donc par exemple, il y a un accord qu'on utilise déjà en fait en français, mais qu'on peut utiliser encore plus, qui s'appelle l'accord de proximité. Donc par exemple, c'est un accord qui consiste à, plutôt que d'accorder toujours au masculin, quand il y a un groupe mixte, c'est d'accorder avec le mot le plus proche. Et donc, par exemple, quand on parlait de cet ordre de mention, on va dire les contributeurs et les contributrices sont venus. Et donc, le venu va être accordé au féminin dans ce cas-là, puisque le mot le plus proche, c'est contributrice. On peut switcher et on peut dire les contributrices et les contributeurs sont venus. Et donc là, le venu est accordé avec contributeur. C'est une manière de faire aussi qui permet de s'éviter en fait d'avoir des discussions avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement le sujet, parce qu'on va utiliser du coup un accord au masculin qui ressemble à l'accord du masculin générique. Et dans ce cas-là, bon, voilà, ça passe auprès des personnes. Ça évite des gens qui nous disent « mais tu as fait une faute d'orthographe là, en fait, il aurait fallu écrire au masculin ». Bref, ça c'est l'accord de proximité. On peut aussi faire ce qu'on appelle un accord de majorité. Donc notamment, quand on a un groupe qui est très, très majoritairement composé d'un genre ou d'un autre, on peut choisir de accorder avec cette majorité. En l'occurrence, les assistantes maternelles, c'est un métier qui a 98,5%, même presque 99%, exercé par des femmes. Donc ça a du sens en fait qu'une semaine qui est dédiée en fait à ce métier s'appelle la semaine des assistantes maternelles. Parce que, en effet, pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer à avoir une formulation inclusive si les hommes ne représentent qu'un infime pourcentage ou un très petit pourcentage de cette profession? En revanche, moi, ce que je trouve intéressant dans le premier exemple, c'est qu'on parle bien de la semaine des assistantes maternelles. Donc, on a gardé cet accord de majorité, mais on a incarné le métier d'assistant maternel dans le nom de Thomas. Et donc, on fait cohabiter sur cette même affiche cet accord de majorité, les assistantes maternelles, et ce masculin spécifique ici, puisqu'on parle de Thomas spécifiquement, assistant maternel. Donc, on fait exister la possibilité qu'on peut s'appeler Thomas, qu'on peut être un homme et être assistant maternel. Et je trouve que ça, c'est vraiment malin, en fait, comme dispositif de communication. Et la deuxième photo, donc je cherche Super Nounou, assistant ou assistante maternelle. Là, il y a même un point médian, en fait, qui a été utilisé. Et là, c'est intéressant parce que le point médian, c'est vraiment une des formes, même la forme la plus remarquable. Et quand je dis remarquable, c'est vraiment au sens propre, c'est-à-dire qu'on remarque parce qu'elle nous choque, parce qu'on n'est pas habitué à la voir. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait vraiment cohabiter aussi sur cette affiche la possibilité qu'on soit une assistante ou un assistant maternel. Pourquoi pas vous? Et en plus, le fait de tourner ça sous la forme d'une question « Pourquoi pas vous ?» bah, c'est intéressant parce qu'on peut se dire que des hommes qui vont passer devant cette affiche vont se dire « bah oui, peut-être, pourquoi pas moi ?» Je regarde juste rapidement les commentaires. Voilà, c'est quand même écrit semaine des assistantes maternelles, donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Marie-Xavière parle des révélations sur les violences faites aux enfants par des hommes dans leur immense majorité. Oui, bon, je comprends le point de dire qu'on n'a pas forcément… Ces révélations n'incitent pas nécessairement à souhaiter que les hommes s'impliquent trop auprès des enfants. Et c'est en effet pas le sujet du jour. Néanmoins, moi, je comprends tout à fait ce point. Je pense que de manière générale, dans les métiers du care, en fait, c'est problématique que ce soit des métiers qui soient en très, très grande majorité pris en charge uniquement par des femmes. Donc là, on parle du métier d'assistante maternelle, mais ça marche en fait pour d'autres métiers qui ne sont même pas forcément des métiers de la petite enfance, mais qui sont des métiers du soin, en fait, de manière générale. Mais en effet, ce n'est pas notre sujet du jour, mais je comprends tout à fait le sens de cette remarque. Petite question, parce qu'on parle là de recrutement. Alors là, je vous ai montré 2 exemples qui vont à l'inverse. Justement, on est sur des métiers très féminisés qu'on essaye de rendre plus mixtes. J'ai échangé récemment avec une directrice marketing qui a fait un test que j'ai trouvé très intéressant, dont elle m'a partagé les résultats. Elle a posté 2 annonces pour le même job, mais elle a changé le titre dans les 2 elle a changé le titre et elle a mis un titre où c'était développeur
web HF, donc développeur web homme-femme, sachant que les métiers du développement web sont des métiers qui sont plutôt très masculinisés. Et l'autre annonce, qui comportait le même texte, avait un titre qui était développeur ou développeuse web. À votre avis, et donc là, je vais lancer le sondage. Combien y a-t-il eu de candidatures féminines supplémentaires dans l'annonce numéro 2? Donc, c'est-à-dire l'annonce qui explicite vraiment ce développeur ou développeuse. Est-ce qu'on avait le même nombre, plus 10%, plus 30%? Donc là, dans la totalité des gens pour l'instant disent plus 30%. Et en effet, c'était exactement ça, plus 30%. Donc, on voit que dans le recrutement, ce n'est pas juste une question de on a envie de créer des représentations mentales, même si c'est évidemment une partie du problème, c'est que très concrètement, on observe que ça marche. Je ne vous ai pas mis là des exemples, mais j'en ai plein. Et si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous les verrez. De la RATP, des entreprises qui travaillent dans la sécurité, dans les transports, dans le BTP, qui sont des métiers qui sont plutôt masculinisés, qui utilisent notamment les formes les plus remarquables comme le point médian ou comme la parenthèse ou comme le point final, quasi systématiquement, parce qu'il y a un vrai enjeu de diversifier et de rendre plus mixtes ces métiers. Pourquoi? Parce que ça marche en fait, utiliser un langage inclusif. En plus, quand c'est associé à des images aussi qui ne représentent pas que des hommes, eh ben, ça fonctionne. Donc, si on travaille dans les RH, bah, finalement, on se tire une balle dans le pied si on n'utilise pas un langage inclusif, si on a des objectifs de rendre son recrutement plus mixte. Autre exemple, cette publicité pour Klarna, qui est un service qui permet de payer en plusieurs fois ses achats sur Internet. Qu'est-ce qui vous frappe dans cet exemple, dans cette publicité, que vous aimiez ou que vous n'aimez pas d'ailleurs? Alors, il saute normalement un petit peu comme le nez au milieu de la figure, ce point médian. Le point médian, exactement, Betty. Pressé d'acheter, pas de payer. Une tagline que je trouve d'ailleurs très intéressante et très bien pensée. Pressé d'acheter, pas de payer. Et je vous la montre en regardant un autre exemple. Jamais seul, toujours accompagné. Donc une pub pour Uber, où là on n'a utilisé pas un point médian mais un point final, mais peu importe, c'est de la ponctuation pour créer une formulation inclusive, pour créer une abréviation à l'écrit, pour éviter d'avoir à faire le doublet seul. Donc, plusieurs choses qui sont intéressantes concernant ces exemples. Le premier, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle une utilisation raisonnée du point médian, en tout cas de la ponctuation. C'est-à-dire qu'ici, le mot seul, accompagné, pressé, vous voyez qu'en fait, c'est des mots où au masculin et au féminin, on est très proche. À l'inverse de mots comme collaborateur ou collaboratrice, sportif, sportive, par exemple, ou si on avait mis un point à cet endroit-là, une ponctuation à cet endroit-là, il y avait une forme de rupture dans le mot qui peut être choquante, qui peut être peut-être un peu plus difficile à lire. Donc là, on est vraiment dans le cadre de mots qui sont spécifiquement le type de mots où les points à l'écrit, encore une fois, parce qu'on parle d'une pratique écrite, ont du sens et fonctionnent bien et ne sont pas très perturbateurs pour la lecture et pour la compréhension. Ce qui est intéressant, en fait, dans ces exemples, c'est à qui on parle. À qui s'adressent, à votre avis, ces publicités? Est-ce que c'est des audiences plutôt féminines, plutôt masculines, plutôt mixtes? À votre avis? Plutôt mixtes? Féminine. Plutôt féminines? Alors, Klarna, donc là, vous le ressentez peut-être un peu ou pas, donc c'est un service de paiement en plusieurs fois en ligne. Là, vous voyez que le fond de l'affiche est rose. Si vous allez sur le site de Klarna, vous allez voir que toute l'ambiance, c'est vraiment une ambiance stéréotypée féminine, d'un magazine féminin. Les produits qui sont mis en avant, c'est de la cosmétique, c'est de la mode, etc. Donc, on est vraiment dans un produit qui, manifestement, est quand même positionné plutôt vers une audience féminine. Encore une fois, en jouant sur les stéréotypes, mais voilà. Mais néanmoins, c'est un produit qui peut être utilisé par tout le monde. Donc, si on avait écrit pressé au féminin, on aurait été dans un féminin, rappelez-vous, le féminin en français a souvent une valeur spécifique, donc on aurait renforcé finalement cette idée que Klarna, c'est un service qui est fait pour les femmes. Alors que là, avec cette formulation inclusive, on reste en fait dans cet environnement rose stéréotypé féminin, mais quand même, on marque le fait que c'est un service qui s'adresse à tout le monde.
De l'autre côté, on a Uber. Uber, là, sur Jamais seul, toujours accompagné, alors vous le voyez peut-être pas parce que c'est écrit en petit en dessous, fait la promotion d'une de ses fonctionnalités qui est le partage de courses. Partage de courses, donc partager sa localisation pour pouvoir dire à ses amis, à sa famille où on en est et quand on arrive. Qui a besoin en fait de partager sa course? Qui a peur de rentrer chez soi le soir en taxi? La plupart du temps, ce sont des femmes. Donc moi, je trouve ça intéressant qu'ici, Uber se soit dit, on aurait pu mettre aussi un féminin spécifique en se disant, en fait, c'est un produit ou une fonctionnalité qui s'adresse plus aux femmes, on va l'écrire au féminin. Mais non, on y a pensé. On a pensé au fait que c'est un produit qui s'adresse aux femmes, mais il s'adresse aussi aux hommes. Et donc, on utilise ici une formulation inclusive avec de la ponctuation, avec un point, pour témoigner, en tout cas, moi, je trouve que ça témoigne du fait qu'on y a pensé, qu'on a eu cette attention à se dire, mais à qui s'adresse vraiment cette fonctionnalité? Et je trouve que c'est des exemples qui sont justement intéressants parce qu'ils montrent que le langage inclusif permet vraiment de s'adresser à toutes les audiences. Oui, une main s'est levée. Louise. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je voudrais revenir sur le point médian. Je suis intervenue hier aussi quand tu as parlé du point médian. Dans mon travail, justement, nous, on travaille sur des supports de communication pour les personnes très éloignées de l'emploi et les personnes qui les accompagnent. Donc, on va avoir tout type de profil. On va avoir des personnes qui sont en situation de handicap. On va avoir des personnes en situation d'illettrisme, en situation de français langue étrangère. Et en fait, le point médian, nous, on en est revenu. Parce qu'en fait, la première raison, c'est les logiciels d'audio-transcription pour les personnes malvoyantes ou aveugles n'étaient pas en capacité de le lire. Donc ça, c'est et où on était d'accord, c'est le fait que on peut envoyer un homme sur la Lune, donc techniquement, on peut adapter les logiciels d'audio-transcription. Et le deuxième point qui me revient maintenant, qui m'est pas revenu hier, c'est que pour le coup, on avait une collaboratrice qui était malvoyante et qui à ce moment-là était quand même en capacité de lire, ce qui a changé après, puisqu'après elle a eu recours uniquement à des logiciels d'autotranscription. Mais quand elle était encore en capacité de lire par elle-même, en fait, elle disait que, en tout cas pour son handicap à elle, le point médian, en fait, était quelque chose qui perturbait vraiment sa lecture et qui était vraiment compliqué. Et donc, nous, on s'est retrouvés un peu dans une impasse à vouloir être inclusif pour absolument tous les publics. On savait plus vraiment comment se positionner, ou est-ce qu'il fallait qu'on fasse des versions, en fait, chaque type de lecteur et de lectrice. Et en même temps, en étant des personnes qui n'étions pas forcément en situation de handicap ou en situation d'illettrisme, à quel moment vraiment on a la juste position ou le juste regard pour mettre en place ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Louise. En fait, moi, ma réponse, elle est très simple. N'utilisez pas la ponctuation. En fait, je comprends, et d'ailleurs, tout ce que vous partagez, c'est un des arguments et probablement le seul argument qui mérite qu'on s'y attarde sur le langage inclusif et les personnes dyslexiques. En gros, alors, je vais dire les personnes les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui sont étrangères. Mais à chaque fois qu'on mobilise cet argument pour jeter en fait le langage inclusif et dire du coup c'est une pratique excluante, c'est parce qu'on se focalise sur un des outils qui est la ponctuation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas rentré aujourd'hui dans le détail des outils qui sont à notre disposition, mais il y a toujours 1000 manières de faire qui n'utilisent pas le point, qui n'utilisent pas le point médian, ni la parenthèse, ni aucune forme de ponctuation. Par exemple, l'adresse directe peut être une manière aussi beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus impactante et efficace de s'adresser aux gens que de le faire à la troisième personne, etc. Donc, en fait, il y a plein de manières de faire. Et en effet, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure avec le petit graphique qui vous montrait qu'on avait différentes stratégies. Ça dépend beaucoup de votre objectif, de votre contexte, de votre audience. Et évidemment, si on sait qu'on s'adresse à une audience qui va potentiellement avoir des problèmes à lire ce type de points, on choisit autre chose, en fait. Et c'est là que se former, c'est là que avoir différentes approches en fonction des contextes ou des supports peut être utile. Mais vous avez tout à fait raison et merci de le signaler. Il nous reste que quelques minutes, donc je voudrais juste pouvoir vous montrer les derniers exemples, et notamment celui-ci. Ceux-là, donc vous avez peut-être vu, donc là on est sur Passage du désir, près d'un ou d'une Française sur 3 voudrait ceci en cadeau, et l'autre c'est une marque de cosmétiques qui s'appelle NYX, le gloss qui passe crème, et donc là vous voyez peut-être pas, mais je vous lis la tagline, c'est maquillage professionnel et accessible à tous,
avec un point entre le TOUS et le TES. Ce que je trouve intéressant en fait dans ces deux exemples, c'est qu'on est sur deux marques qui ont des positionnements ou des valeurs qui sont par nature assez inclusifs. En effet, Passage du désir vend notamment des sextoys, mais pas que, et donc a une approche notamment des orientations sexuelles et d'identité de genre qui est très inclusive. Donc, ça n'aurait pas eu de sens en fait de faire différemment que d'utiliser un langage inclusif. Et NYX, c'est une marque de maquillage qui justement est positionnée sur du maquillage aussi bien pour les garçons que pour les filles, avec même une dimension un peu queer. Donc, ça a du sens en fait d'utiliser ici un toast, même s'il est rare en fait finalement. Notamment de la part d'une marque de grande conso, parce que c'est quand même une marque qui appartient au groupe L'Oréal. On est sur un affichage en 4x3 dans le métro, mais je trouve ça super chouette parce que c'est vraiment une manière d'aligner ses valeurs avec ses pratiques. Et dernier exemple, alors là, on ne parle pas de la question du genre spécifiquement, parce que c'est ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, mais je pense que quand même, celui-là, il est difficile à contourner pour moi en tout cas. Un exemple donc d'une publicité qui date de l'année dernière de Nos Gestes Climat, qui encourage à calculer son empreinte carbone en kilos de CO2, qui en effet met en scène des hommes et des femmes qui découvrent leur poids en CO2 sur leur téléphone, ont des mines totalement atterrées avec cette tagline « Et vous, connaissez-vous votre poids ?» Évidemment, on parle du poids en CO2, mais moi, j'ai été assez frappée parce que c'est toujours pareil. Je m'imagine qu'est-ce qui se passe si un enfant sort de la rame de métro et voit cette pub où il y a écrit 5 tonnes, mais il n'y a pas écrit 5 tonnes de CO2 en aussi grand que le 5. Donc, on parle de poids, on imagine qu'on parle de son poids à soi, d'autant plus que ce n'est pas une personne qui a l'air d'être une personne grosse. Donc, bon. Et donc, moi, ça me pose vraiment problème parce que sans y avoir réfléchi, et j'imagine qu'il n'y avait absolument pas cette intention quand cette publicité a été faite, eh bien, on continue à stigmatiser le poids et les gros poids, alors qu'on aurait pu faire différemment et faire à la fois déconstruire les stéréotypes sur le poids tout en passant le message que c'était important de calculer son empreinte carbone avec, par exemple, une formulation comme « le poids, on s'en fout, sauf en CO2 ». Et là, en fait, on aurait à la fois dit « c'est pas une question de poids, en fait, de votre poids en kilos. Par contre, calculer votre empreinte carbone, c'est important. » Donc voilà, c'est encore une fois pour vous montrer que c'est quelque chose qui est impensé. Je ne suis pas du tout, encore une fois, en train de dire qu'il y avait une intention grossophobe derrière la conception de cette publicité. Clairement pas. Mais on n'y pense pas. Et quand on n'y pense pas, on contribue en fait à perpétuer et à renforcer des stéréotypes. Donc, par quoi commencer? Se sensibiliser, se former. Vous l'avez fait ce matin, peut-être certaines et certains d'entre vous l'ont fait hier, mais c'est tous les métiers en fait qui ont besoin de se former. On a aussi besoin de lancer des campagnes et de faire des tests et de mesurer, parce que je vous ai donné plein de chiffres issus de la psycholinguistique, certains sur la publicité, mais pas forcément tous. Donc, on a besoin de lancer des campagnes en langage inclusif et de les A/B tester, c'est-à-dire de mesurer l'impact que ça a sur les audiences, aussi sur la marque, potentiellement sur les ventes, parce que c'est en ayant ces chiffres qu'on arrivera à convaincre plus largement des personnes de pratiquer un langage inclusif. Et donc, vous allez recevoir d'ici la fin de la matinée un email de ma part où vous aurez les liens si vous avez envie de me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'ai écrit aussi une newsletter environ 2 fois par mois où je fais spécifiquement ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire je pars d'un exemple de l'espace public, notamment de la publicité, que j'analyse et qui permet de mettre en lumière des concepts liés à la question du langage inclusif. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'e-book que j'ai publié il y a quelques semaines, que vous pouvez aussi télécharger gratuitement. Je vous remercie. Il est 10h, donc en effet, vous avez des réunions. Je vous en prie, n'hésitez pas à y aller. Je vous enverrai aussi un petit questionnaire de feedback. Donc, si vous avez des feedbacks à partager, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vais rester connectée quelques minutes si jamais vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas et je vous remercie beaucoup.